Alors bonjour, aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle l'ingénierie électrique. C'est dans le chapitre 13 du cahier Kaléidoscope. Je vous invite à aller à la page 475. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui dans le chapitre 13, on va parler en réalité des fonctions électriques. On va voir la fonction d'alimentation d'un circuit électrique, la fonction de conduction, d'isolation et de protection. C'est en fait, qu'est-ce que c'est, ces fonctions-là? Ce sont des fonctions qui vont servir à faire fonctionner, comme soit alimenter, soit faire passer le courant, soit protéger contre les chocs électriques, ou nous protéger, par exemple, d'un incendie dans une maison au niveau de notre système électrique. Donc, on va voir ces quatre fonctions-là ensemble. Si on regarde ça à la page 476, on vous parle de la fonction d'alimentation. La fonction d'alimentation, ça c'est relativement simple. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'une fonction d'alimentation, c'est surtout ce qui va alimenter un circuit en termes d'énergie électrique. Autrement dit, ce qui va donner ce que nous, on a appelé la tension électrique, la différence de potentiel, les volts. Donc, une pile électrique peut donner une tension électrique, une différence de potentiel, ou tout simplement une prise de courant. Donc, alimenter un circuit, ça veut dire surtout lui donner de l'énergie. Souvenez-vous que, bon, un volt est égal à 1 joule d'énergie pour chaque coulomb. Et les coulombs, ça se trouve être un paquet d'électrons. Donc, dès qu'on donne de l'énergie aux électrons, ils peuvent avancer, ils peuvent alimenter le circuit. Et c'est ce qu'on appelle la fonction d'alimentation d'un circuit. Donc, on ne va pas souligner qu'est-ce qu'est un circuit électrique. Par contre, je vous demanderai de souligner la définition. La fonction d'alimentation est assurée par toute composante d'un circuit dont le rôle est de fournir de l'énergie nécessaire au passage du courant. Donc, le mot important ici, c'est énergie, évidemment. Puis, on va associer l'énergie souvent à la DDP, c'est-à-dire la différence de potentiel. Et la différence de potentiel, évidemment, c'est associé à des volts, ce qui va donner, évidemment, comme je l'ai dit, de l'énergie aux électrons. Donc, ici, on est à la voilà, donc on parle de fonction d'alimentation. Deux types de sources d'alimentation. On en a une qui donne du courant continu. Le courant continu qu'on va appeler CC, courant continu, et du courant alternatif qu'on va appeler CA. Euh, le courant continu, tout le monde, là, on en a parlé brièvement dans le chapitre précédent, là, mais le courant continu, c'est surtout du courant électrique, où est-ce que les électrons, par convention, donc même si ce n'est pas la réalité, on va toujours considérer que les électrons, ils partent de la bande plus et ils vont jusqu'à la bande moins. Donc ici, dans du courant continu, donc ce qu'on appellerait les sources de courant continu, les électrons, ils vont dans un seul sens, partent de la bande plus et vont vers la bande moins. Ça, c'est du courant continu. Alors que du courant alternatif, ce sont des électrons pardon, qui ont quand même, dans un fil, imaginez que c'est un fil, ils ont quand même un mouvement, donc quand même une énergie, sauf que les électrons, dans ce cas-ci, les électrons, ils vont aller dans un sens et ils vont aller dans l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont avancer légèrement, ils vont reculer, ils vont avancer, ils vont reculer, et ils vont faire ça constamment. On appelle ça un mouvement oscillatoire des électrons. Donc, les sources de courant alternatifs vont faire avancer et reculer les électrons et les sources de courant continu vont les faire aller dans un seul sens. Donc, ça, c'est à retenir. Maintenant, quelles sont les sources de courant qui utilisent l'énergie, autrement dit des électrons à courant continu et des électrons à courant alternatif? Bon, premièrement, ici, il faut les connaître. Donc, on a la pile, on a une batterie. Dans le fond, une batterie, là, ce qu'on a à retenir de ça, c'est que simplement une batterie, c'est plusieurs piles ensemble. Par exemple, dans une voiture, il y a une batterie. C'est plusieurs piles mises ensemble dans une petite boîte que vous avez peut-être déjà vue à l'intérieur d'un moteur automobile. Donc, ça, c'est plusieurs piles ensemble. Simplement, il ne faut pas venir fort avec ça. Là. La différence entre une pile et une batterie, c'est que simplement, comme je l'ai dit, il y a plusieurs piles dans une batterie. C'est pour ça que si vous regardez logiquement le symbole, on mentionne qu'il y a effectivement plusieurs piles dans la batterie. Donc, les piles et les batteries produisent du courant continu. Ça, c'est à retenir. Donc, notre courant continu, ça vient effectivement des piles qui font aller les électrons dans un seul sens. Donc, le courant continu qui est celui qu'on a mentionné ici. Autre chose qui va utiliser du courant continu, tout dépendant comment c'est fait, ou du courant alternatif, les génératrices de type dynamo produisent un courant continu. Donc, le type dynamo, ça veut dire que celles qui ont un alternateur, qui produisent un courant
le type dynamo, pardon, excusez-moi, celle qui, par exemple, pour une bicyclette, peut-être avez-vous déjà vu ça, c'est un dynamo, en fait. C'est un appareil qu'on fait tourner de façon rotative par les roues, souvent, qui va être actionné par le pédalier, qui va faire tourner un dispositif qui va produire un mouvement d'électrons dans un seul sens. Celle de type alternateur, donc la génératrice que vous avez ici, vous voyez la photo ici, produisent du courant, eux, alternatif. Donc, celle-là va produire du courant qu'on va appeler du courant alternatif. Le courant, celle que vous avez à gauche là, de la photo, ce serait plutôt du courant alternatif qui serait produit par ça. Et évidemment, la prise de courant, elle, c'est la façon par excellence de produire du courant alternatif. Donc, produite par les génératrices d'Hydro-Québec. On vous mentionne qu'au Québec, l'énergie fournie par les prises de courant provient du réseau. Elle est produite par les génératrices du courant alternatif, souvent dans des centrales hydroélectriques. Les prises de courant fournissent une oscillation de 60 fois par seconde. Donc, les électrons vont et viennent 60 fois par seconde. Ça se trouve à ce qu'on appelle la fréquence, qui est calculée en Hertz, et ça vient d'une tension qui elle-même va varier dans le temps, d'une valeur positive ou négative. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais sachez simplement que la prise du courant est une source de courant alternative. Donc voilà pour ça. On pourrait aussi considérer les condensateurs comme étant une source d'alimentation, c'est-à-dire qui a une fonction d'alimentation dans un circuit. Mais ce qui est particulier avec les condensateurs, le condensateur, on vous montre le symbole qui est ici. Donc, il faudrait au moins savoir le symbole d'un condensateur. Les condensateurs, si on regarde ça de plus près, l'exemple classique d'un condensateur, c'est un dispositif, donc vous l'avez ici, là, que je vous fais en jaune, c'est un dispositif qui va accumuler des charges électriques, mais qui, contrairement à la pile, est capable de les relâcher plus rapidement. Donc, par exemple, dans le cas d'un appareil photographique classique, là, ce qu'on appelle le flash. Donc, un flash, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif, une lumière qu'on veut qu'il soit éclairé très, très, très fortement lorsqu'on va prendre une photo de quelqu'un ou de quelque chose dans un endroit sombre. Donc, on veut libérer une grande, grande quantité d'électrons, mais cette quantité-là d'électrons qui va être transformée en énergie lumineuse, c'est pas possible de la libérer intensément à l'aide d'une pile. Donc, ce qu'on fait, par exemple, pour l'exemple d'un condensateur à l'intérieur d'un appareil photographique, les électrons, ils sont constamment envoyés dans le condensateur pour que le condensateur se recharge. Comme par exemple, en temps normal, il y a un interrupteur que vous voyez ici. Cet interrupteur-là, qui est juste ici, je vais vous le montrer. L'interrupteur qui est juste ici, lui, il est fermé en temps normal. Donc, puisqu'il est fermé en temps normal, le condensateur va se charger d'électrons. Donc, le condensateur se charge, après un certain temps, il se charge lentement. Et une fois qu'il va être chargé, le condensateur que vous avez ici, une fois qu'il va être chargé, quand on va appuyer sur le flash, ce qu'on va faire, on va simplement basculer l'interrupteur comme ceci. Okay? Et en basculant l'interrupteur comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre aux électrons d'être déchargés rapidement. Donc, en basculant l'interrupteur s'est chargé à accumuler les charges et d'une façon vraiment rapide, en une fraction de seconde, les électrons, ils vont sortir du condensateur parce que là, celui-ci était chargé, il était plein, plein d'électrons. Et le condensateur, contrairement à la pile, comme je l'ai mentionné, il a la capacité de se décharger rapidement. Donc, les électrons vont passer d'une façon très, très intense dans le circuit alternatif, si vous voulez, et ils vont revenir au condensateur. Et une fois que le condensateur est vide, souvent, ce sont des interrupteurs poussoirs. L'interrupteur revient se positionner ici et le condensateur, lui, ce qu'il va faire, il va se remettre à se charger, tout simplement, pour une prochaine fois. C'est pour ça souvent qu'un flash, anciennement, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais on ne pouvait pas utiliser le flash rapidement 2 fois d'affilée. Il fallait attendre un certain temps que le condensateur se charge, puis quand on était prêt à prendre notre photo, on appuyait sur l'interrupteur, on basculait l'interrupteur, en fait, vers un autre circuit. Le condensateur se déchargeait et il faisait allumer la lumière intensément pendant une fraction de seconde. Donc, si on avait à résumer un condensateur, ce que c'est simplement un dispositif, et on va le souligner ici à la page 477, un dispositif qui a la capacité d'emmagasiner des charges électriques. C'est tout simplement ça, un condensateur. Donc,
son symbole, on l'a mentionné. Il y a des usages de ça ici, ce qu'on appelle les défibrillateurs cardiaques. Eux, ils doivent envoyer une impulsion dans le cas où quelqu'un aurait un arrêt cardiaque. Les défibrillateurs doivent envoyer une impulsion intense pour pouvoir, si vous voulez, donner une certaine quantité d'énergie au myocarde, qui est en réalité le muscle cardiaque, qui lui fonctionne par impulsion électrique pour pouvoir battre. Donc, en résumé, on veut simplement avoir des dispositifs qui sont capables d'envoyer des chocs intenses pendant un court laps de temps. Et c'est pour ça souvent que dans les défibrillateurs, on utilise les condensateurs comme dispositif. Donc, ça s'appelle condensateur. Ça condense les charges, ça les accumule. Les autres fonctions qu'on va voir ensemble, c'est les fonctions de conduction c'est relativement simple à comprendre, d'isolation également et protection. Ça, c'est vraiment intéressant. On va parler de disjoncteurs et de fusibles. Donc, on va commencer avec la fonction de conduction. La fonction de conduction, tout le monde, c'est simplement ce qu'il faut retenir là, par rapport à ça, c'est que la fonction de conduction, elle est associée aux matériaux conducteurs. Puis les matériaux conducteurs d'électricité, en général, ce sont les métaux. Et c'est important de savoir qu'il y a des meilleurs conducteurs au niveau des métaux et au niveau des types de métaux. Mais les métaux en général, ce sont d'excellents conducteurs d'électricité. Donc, sachant que ce sont d'excellents conducteurs d'électricité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les nomme les métaux, ça fait partie des propriétés caractéristiques, ils vont permettre, donc les métaux permettent le passage des électrons. C'est pour ça qu'on appelle ça un conducteur d'électricité, d'ailleurs, parce que ça permet le passage des électrons. Et tous les métaux permettent le passage des électrons. Certains métaux sont meilleurs que d'autres, mais en général, tous les métaux vont permettre le passage des électrons. Donc, fonction de conduction, évidemment, il faut savoir c'est quoi. Donc, tel que mentionné, c'est assuré par des composantes d'un circuit qui permettent le passage du courant. Donc, le passage du courant, on l'associe à des électrons. Et il y a 4 facteurs qui vont faire qu'un métal est un meilleur conducteur ou non. C'est-à-dire, un conducteur dont le diamètre est très grand. Donc, plus un fil est gros en diamètre, ça, ce serait un bon conducteur parce qu'il y a beaucoup de place pour que les électrons puissent circuler. C'est comme ici, on vous fait, là, si vous regardez à droite, là, on vous fait l'analogie d'un tuyau avec de l'eau. Plus le tuyau va être grand, plus il va avoir un diamètre élevé, plus il va permettre le passage d'une grande quantité d'eau. Plus le tuyau est petit, bien, moins il permet un passage facile. Donc, un bon conducteur, c'est celui qui va avoir un diamètre qui est grand. Donc, il faut associer ça au diamètre. Alors, il y a 4 facteurs ici. On peut les numéroter si vous voulez. Le premier, évidemment, le matériau doit être un conducteur. Donc, les 4 facteurs doivent être à savoir. Le matériau doit être un bon conducteur. Il doit y avoir un grand diamètre et à l'inverse d'un petit diamètre. Donc, un bon conducteur doit avoir un grand diamètre, donc la section transversale, simplement une façon de dire qu'il y a un grand diamètre, doit être élevé. Donc, un bon conducteur est un gros fil, si vous voulez. La température du fil. Plus un fil est chaud, plus il y a un mouvement au niveau de la matière dedans, un mouvement au niveau des particules. Donc, les atomes et les molécules des composants, quand elles sont chaudes, elles vont pas favoriser le passage des électrons. C'est comme si les électrons avaient de la difficulté à circuler dans le fil parce qu'il y avait déjà une quantité d'énergie cinétique, d'énergie de mouvement par les molécules qui composent le conducteur. Et ça ralentit le passage des électrons. Bon, ce qu'il faut retenir tout simplement, tout le monde, c'est qu'un fil froid, ça conduit mieux. Plus le fil est froid, plus les électrons sont disponibles pour faire un mouvement. Si le fil est chaud, il y a déjà un mouvement de la matière, mais ce n'est pas un mouvement qui va laisser nécessairement passer les électrons de la matière, c'est un mouvement qui va plutôt agiter les atomes puis les molécules. Et ça une fois que celle-ci bouge, ça empêche les électrons de passer. Voyez-le un peu comme ça. Donc, la température est un troisième facteur. Et puisque la température est un troisième facteur, il faut simplement retenir qu'un fil qui est froid conduit mieux qu'un fil qui est chaud. Le quatrième facteur, attendez un petit peu, j'ai un petit problème de conduction ici, je ne sais pas.